de la Baume, en septembre dernier, elle est arrivée au Mans avec cette grande simplicité, authenticité, et elle s'est retrouvée au milieu d'un groupe de libraires pour recevoir le prix des libraires Mieux-être et spiritualité. Obtenir un prix, cela sort de l'ordinaire pour cet extraordinaire travail qu'elle mène depuis longtemps en tant que journaliste, co-auteure de Thémas pour la chaîne Arte. Elle a collaboré également depuis sa création à l'émission Métropolis, notamment sur Modrourou, le maître du temps magique, et sur Sacprem, l'homme de l'espoir, et bien d'autres réalisations que nous ne développerons pas ici. Elle a parlé de son livre « Va, par où tu ne sais pas », avec cette joie naturelle de l'enfant qui vit son expérience et qui vous la chante. Laurence de la Baume va nous permettre de voir le monde autrement en nous confirmant que nous sommes tous dotés de capacités qui nous relient à l'univers. Je n'en dis pas plus, je vous remercie d'accueillir Laurence de la Baume. Merci de tout cœur d'abord d'être là, si tôt, un samedi. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Chantal, Philippe, mes amis de la librairie des livres qui s'ouvrent et à toute l'équipe qui a collaboré à cet extraordinaire moment. Je vais vous parler ce matin d'une expérience qui a bouleversé ma vie. Non pas pour vous parler de moi, mais pour vous livrer un témoignage qui, j'espère, pourra rentrer en résonance avec vous. Donc rappelez-vous qu'il s'agit d'un témoignage, pas d'un enseignement. Précisons d'ailleurs que je ne suis pas la seule, bien sûr, en plus, à avoir vécu ce type d'expérience. Sûrement, peut-être parmi vous, dans la salle, il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires aussi et qui pourront peut-être en parler tout à l'heure. Je diviserai mon exposé en 4 parties. Je vais vous parler d'abord de mon expérience, ses conséquences en numéro 2 sur ma vie. En numéro 3, ce qui m'a amené vers la voie spirituelle. Et en 4, ce qui m'a amené vers la science. Pourquoi ce choix chronologique? Parce que j'ai voulu respecter simplement la chronologie des événements tels qu'ils se sont produits. Voilà, commençons par le commencement. Nous sommes en 1996. À cette époque, je travaille pour l'émission Métropolis sur Arte et je n'ai jamais entendu de ma vie quoi que ce soit à propos des phénomènes paranormaux. Je n'y connais absolument rien. Et comme disait Stéphane Alix, j'ai besoin de ma rationalité aussi pour être guidée dans la vie. Donc, je ne sais rien de tout ça. Je ne connais pas ce qu'on appelle les NDE, les Near Death Experience, ce qu'on appelle les expériences aux frontières de la mort. Je ne connais pas non plus du tout les sorties du corps, ni rien du tout. Donc, je suis chargée dans cette émission de trouver des gens hors du commun, extra, trait d'union, ordinaire. Et donc un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle « Le maître du rêve fantôme » aux éditions de l'Aube. Il est signé Modrourou. Sur la couverture du livre, en fait, je ne vois que le sourire de cet homme. Ce sourire va immédiatement me frapper parce qu'il n'est pas comme les autres. Ce sourire a l'air de porter un message. Le thème du livre, c'est la survie physique, métaphysique et magique d'une tribu aborigène sous la tutelle d'un missionnaire anglais à la fin du XIXe siècle. Il me passionne parce qu'il met le rêve et la réalité sur le même plan. Et moi, je n'avais jamais vu ça avant. Quand j'interviewe son auteur, Modrourou, je sais très peu de choses sur lui. Je sais seulement que c'est un des premiers écrivains aborigènes à aborder l'histoire de son peuple, qui jusqu'ici était de tradition orale. Son peuple, je sais aussi que son peuple a survécu plus de 60 000 ans sur notre terre, et donc, sûrement, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, pendant l'interview, à un moment donné, je lui pose la question habituelle « Pourquoi écrivez-vous » Et là, il me répond « Je n'écris pas, je suis écrit. » Ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. Ça s'appelle le temps du rêve. Je les contacte 2 fois par jour. C'est important que vous vous souveniez de tout ça parce que pour la suite.
Alors évidemment, je lui demande « Mais comment faites-vous » Et alors il se met à pousser une étrange mélopée qui ressemble à un gémissement, qu'il traverse de part en part, en fait, de la terre jusqu'à la racine des cheveux. Et ce son produit un curieux effet sur l'air entre nous. C'est un peu comme si l'oxygène devenait gazeux. Donc c'est tellement bizarre qu'en voyant ma tête, il explose de rire et il me dit « I'm just a man from Australia, je ne suis qu'un homme d'Australie. » Et nous sommes sous les caméras, donc vous voyez, c'est du direct. Donc en réalité, je vais comprendre quelques heures plus tard qu'il est chaman. À la fin de l'interview, je le remercie du fond du cœur au nom des téléspectateurs et il me répond simplement « Now we're connected with you ». Maintenant, nous sommes connectés. Ce que je prends pour un simple un signal de courtoisie, restons en contact. En fait, je ne fais pas attention du tout. Mais je retourne chez moi remplie d'une énergie merveilleuse, positive. Je me dis, oh, les aborigènes sont à 2 pas de nous, on est tous des frères. Enfin bon, j'étais toute... Et dès que je mets la clé dans la serrure, cette énergie disparaît totalement. J'ai l'impression d'être écrasée par le poids de la gravitation terrestre au point que je suis obligée d'aller me coucher tout de suite sans m'occuper de mes filles, qui ont à l'époque quand même entre 6 et 12 ans. Voilà. La nuit même, vers 2 heures du matin, je suis réveillée par des symptômes très bizarres. Ça commence par un malaise qui se transforme en vertige et ça va devenir terrifiant. J'ai une perte totale de tous mes points de repère, tout se met à tourner à l'intérieur et à l'extérieur de moi, les murs s'écartent, le lit, bref, mon rapport avec les volumes et la perspective n'est plus le même. En fait, tout se passe comme si j'étais en train de devenir folle, de perdre la raison. Donc, paniquée, j'appelle un ami à 2 heures du matin et par miracle, il décroche et je lui dis, écoute, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de mes filles parce que je vais aller à l'hôpital psychiatrique, je dois avoir un problème de je ne sais pas quoi. Mais lui se souvient que j'avais interrogé un aborigène l'après-midi même, et donc tout de suite il me dit « N'aie pas peur, c'est un chaman. C'est lui qui t'envoie cette expérience. Il veut juste te faire un cadeau. » À ce moment-là, je me souviens que Modrour m'a dit « Mais maintenant nous sommes reliés », ce que je n'ai pas pris au sérieux. Et je me rappelais qu'il contactait ses ancêtres 2 fois par jour. Alors je vais essayer de dominer ma peur et accepter ce qui se produit. Donc après un processus quand même assez terrifiant que je vous épargne parce que je l'ai beaucoup décrit dans mon livre, au bout d'un tunnel, je me sens littéralement catapultée hors du corps, poussée par une force centrifuge, inexplicable en fait. Et là, c'est la découverte de ce qui se passe quand on n'a plus de corps. C'est quand on voit son corps de très loin, quand on est comme une sorte de particule plongée dans quelque chose de très lumineux, quelque chose d'extraordinairement bienfaisant, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui donne le sentiment d'une unité parfaite avec tout l'univers, d'une véritable plénitude. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, et on pourrait y rester éternellement. Et puis le phénomène s'atténue progressivement et peu à peu, on sent des ondes gravitationnelles qui vous ramènent dans l'exiguïté de la matière, dans une densité qui comprime, et finalement dans notre espace-temps. Et tout redevient normal quand je me réveille, sauf que, à la place, j'ai une énergie qui me donne envie de faire 50 km à pied dans Paris, sauf qu'il est quand même 2 heures du matin, toujours 2h05 ou 2h10 du matin, je ne sais pas l'heure réellement, mais on est en pleine nuit. Et j'éprouve aussi un amour absolument décuplé pour tout ce qui m'entoure. Donc je ne sais pas encore à ce moment-là que j'ai acquis une nouvelle compréhension de la réalité dans ma tête. Donc la première chose que je vais faire, je vais d'abord retranscrire cette expérience pour ne pas l'oublier, parce que vous savez bien que la mémoire, après, s'empare des choses, et puis enjolive en général. Donc je le fais comme un rapport de police, sans émotion, seulement les processus, seulement les faits. Et c'est ça qui me permet jusqu'à aujourd'hui de témoigner devant vous. J'ai gardé en mémoire, en fait, cet espace sans limite qui s'est ouvert, et qui ne s'est plus jamais refermé. Car la réalité est beaucoup plus vaste qu'on imagine. Mais on ne l'aperçoit que de l'extérieur, et quand on l'aperçoit de l'intérieur, ça change tout. Donc, cette expérience va avoir des conséquences que je vous explique maintenant en deuxième partie. Alors là, je vais passer à la technique, et là, je vous demande de l'indulgence, parce que je ne sais pas du tout... voilà. Ah si, voilà. Première chose, je n'ai plus peur de la mort, en fait, plus du tout. La mort est un malentendu.
c'est un changement de fréquence. On passe de 105.5 à 130.2. Je dis n'importe quoi, hein, vous avez compris, mais je veux dire, c'est une autre énergie. On passe, voilà, c'est ça, la mort, si j'ose dire. On passe. Donc, c'est définitif, c'est sorti de moi à ce moment-là. Alors, du coup, tout devient relatif. Bon. Tout est tellement relatif, d'ailleurs, que la technique aussi est très relative, pardon. Ou c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Pardon, je suis nulle. Ah oui, voilà, tout devient relatif, excusez-moi. Pardon. Vous voyez, on reste bien nul, enfin, dans tous ces domaines en particulier aussi. Donc, tout devient relatif, c'est-à-dire que tout est vu à partir d'une autre échelle. Avant, j'étais au rez-de-chaussée, et maintenant, je suis au 8e étage. Ce qui ne veut pas dire qu'on décolle définitivement et qu'on perd le sens des réalités, ça veut juste dire qu'on les voit à partir d'une autre échelle. Et donc, le rapport au temps est différent, puisqu'on n'a plus peur de la mort, et qu'on sait que le temps est très relatif, en fait, et on comprend qu'une partie de nous est branchée hors espace-temps. Donc, 3, non, alors ça, non, voilà. 3, on apprend que nous sommes tous reliés, que nous ne sommes pas séparés des uns des autres, et ça, que c'est notre mental qui crée cette impression. Et ça change tout. Ça change tout, parce que du coup, on se met à aimer les autres d'une manière extraordinaire, puisque chaque personne, en fait, est une partie de soi, et vous êtes une partie des autres. Enfin, c'est cette compréhension-là, en tout cas, que j'acquiers. Ensuite, c'est le cœur qui se met à gouverner la raison, le cerveau, et non l'inverse. On comprend qu'on ne vit que pour aimer, qu'on s'incarne pour aimer, pour l'amour d'aimer, c'est-à-dire pour l'amour qui ne demande rien. Et enfin, il y a une joie extraordinaire au fond de nous qui est une énergie vitale, une réponse à la pulsion de vie qui est en nous. On la voit chez beaucoup de bébés. C'est elle qu'on peut aller chercher au fond de soi pour recharger les batteries. C'est elle qui nous guide tout au long de notre vie. C'est elle qui nous guide et qui nous dit en particulier quand nous sommes sur le bon chemin. Bref, vous voyez, c'est une véritable reprogrammation du cerveau. Mais je vais y revenir plus tard, parce que ça demande un développement. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, on est bien content pour vous, merci beaucoup, mais en quoi est-ce que ça nous concerne? Mais c'est exactement la question que je me suis posée. À quoi sert cette expérience si je peux rien transmettre, rien essayer, non pas de démontrer, mais transmettre? Alors, je n'ai pas voulu en rester là. Je me suis dit, si un chaman envoie ce type d'expérience à une journaliste, c'est qu'il veut qu'elle témoigne. Du coup, je suis partie pour la reprogrammation de la disquette, c'est-à-dire tenter de comprendre pour pouvoir témoigner. Mais rien n'a été simple, en fait, pour moi, parce qu'à ce moment-là, Modrourou a coupé les ponts. Comme il était reparti en Australie le matin même, pour des raisons mystérieuses que je ne connaissais pas, il avait coupé les ponts et je ne pouvais plus le joindre. Donc, il me restait la lecture des livres sur les aborigènes. Et donc, je lis beaucoup de livres, et un jour, l'un d'eux me frappe. Le temps du rêve de Cyril Avecker aux éditions Le Mail. Voilà qui décrit exactement ce que j'ai vécu et ce que j'ai donc écrit moi-même, sauf qu'il l'écrit avec des mots scientifiques que j'étais incapable à l'époque d'employer. Au cours de cette expérience d'expansion de la conscience, une grande quantité d'énergie électromagnétique s'échappe du corps pour être convertie en ondes d'énergie circulant à une vitesse supérieure à celle de la lumière. À ce stade, seul un mince fil astral relie l'individu à son enveloppe physique. Effectivement, je voyais mon corps de très loin. Et il y intègre en plus donc ce texte des termes scientifiques. Il intègre le mot énergie électromagnétique, vitesse supérieure à la lumière, etc. Donc ma question devient, est-ce que la science pourrait répondre à ce qui m'est arrivé? Donc je pars carrément au Collège de France. Je me dis, c'est pas la peine d'aller perdre du temps, on va tout de suite aller vers le neurobiologiste que j'avais la chance de connaître à ce moment-là. Et je lui raconte mon expérience. Il m'écoute gentiment et il me dit « Ah, c'est drôle parce que c'est exactement ce que l'on a comme récit quand on donne à des collègues, je suppose que ce sont des collègues, des champignons hallucinogènes. » Mais je dis merci beaucoup, mais en quoi c'est... J'ai pas pris de champignons hallucinogènes, je n'ai pas bu, j'ai pas mangé quoi que ce soit, j'ai même pas eu le temps. Enfin non, en quoi est-ce que ça me concerne? Mais il n'avait aucune réponse pour moi, pour ce cas-là.
Donc je suis restée obsédée pendant très longtemps par cette question sans pouvoir y répondre. Jusqu'au jour où, je vous parlais tout à l'heure de reprogrammation du cerveau, de la nouvelle disquette, une sorte de reset, comme disent les Anglais. Ce que je vais comprendre assez vite, c'est que cette reprogrammation, en fait, elle est en quelque sorte un réajustement de ce qu'on pourrait appeler notre identité originelle, notre source, notre âme, si vous voulez, un retour au soi profond, au fameux « qui suis-je ». Nous naissons avec un programme et nous nous en éloignons souvent pour faire plaisir à nos parents ou pour même obéir à des projections de nous-mêmes qui n'ont rien à voir avec nous. Alors la nature nous envoie des messages sous forme d'expériences plus ou moins bouleversantes, plus ou moins douloureuses, et des répétitions des mêmes situations, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il faut revenir à nous-mêmes, que ces épreuves sont peut-être là pour nous faire évoluer, pour nous faire rebondir, pour nous rendre plus forts. C'est ce qu'on peut appeler la résilience. Une des premières choses qui m'a frappée après cette reprogrammation, c'est de constater comment les choses matérielles s'organisent presque naturellement quand on est sur le chemin. Alors, en fait, ça s'appelle les synchronicités. Alors, ça, c'est Jung qui parle de ce mot-là, mais en fait, on peut dire c'est les coïncidences qui ont du sens pour soi. Lorsqu'elles arrivent, c'est un peu la preuve que nous sommes en fait sur le chemin. Voici comment s'est produite la première synchronicité qui m'a menée, non pas vers la science comme je le pensais, mais bizarrement vers la spiritualité. Alors, en fait, c'était 6 mois plus tard, on est toujours en 1996, et je suis toujours à la recherche de personnes extra-trait d'union ordinaire pour Métropolis. Et là, je tombe sur les 2 tomes des lettres d'un insoumis de Satprem. L'écriture me traverse, je dirais même qu'elle me transperce. Je me dis, oh là là, mon Dieu, c'est exactement comme ça qu'il faut écrire. Ça parle à tout le monde, c'est une conscience universelle, elle parle directement au cœur, elle parle aux tripes. Donc, tout à coup, en plus, un détail me frappe dans ce livre. Les lettres s'adressent à un ami de ma mère en Inde, puisque j'ai passé la première partie de ma vie en Inde. Il y avait combien... Donc ma vie personnelle est concernée. Et c'est là que je reconnais qu'il s'agit d'une synchronicité. Quelle est la probabilité pour qu'une coïncidence pareille se produise? Alors je comprends que ce livre n'est pas tombé par hasard dans ma vie. Et là, je tiens un second personnage extraordinaire pour l'émission. Donc l'auteur s'appelle Satprem, c'est un nom sanskrit qui veut dire « celui qui aime vraiment ». En réalité, l'écrivain est un breton. Voici comment le décrit son cousin Jean-Marie Baron dans son magnifique livre « Le fils du gouverneur ». À l'origine, il s'appelait Bernard Anginger. Malgré la consonance alsacienne de son patronyme, il était breton et revendiquait son appartenance à la terre granitique. À 20 ans, pour fait de résistance, à force d'arpenter la lande de la presqu'île de Quiberon en transportant dans sa sacoche des messages codés, il est repéré par la Gestapo et déporté à Buchenwald, puis à Mauthausen. À la libération des camps, il est encore en vie, mais physiquement, autant que moralement, totalement dévasté. Il reste avec sa question. Qu'est-ce qui reste d'un homme quand tout est dévasté? Alors il cherche la réponse dans l'aventure terrestre. Il va se mettre à l'épreuve dans les endroits les plus improbables de la planète, les plus inhospitaliers. Et puis, un jour, il va tomber sur le sage et visionnaire indien Sri Aurobindo et sa compagne spirituelle que l'on appelle, selon la tradition ancestrale des ashrams indiens, la mère. La mère, en fait, elle est française, elle s'appelle Mira Alfassa et elle est d'origine turco-égyptienne. Rappelons, voilà que Satprem trouve grâce à eux la réponse à sa question et il arrête définitivement sa quête. Rappelons que Sri Aurobindo avait été un artisan de la libération de l'Inde, mais il était passé de la révolte sociale contre les Anglais à la révolte spirituelle. Et Satprem va devenir l'héritier spirituel de Sri Aurobindo et de Mère pour diffuser leur message. Mais vous allez me dire, mais quel est ce message? Ce message qui m'interpelle à l'époque, on est en 1996, en fait, il date du début du XXe siècle, mais peut-être qu'il va vous parler particulièrement aujourd'hui. Sri Aurobindo dit en substance
nous sommes dans une crise évolutive. L'homme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement mental, est un être de transition. Le mental n'est pas un instrument de connaissance. Donc cette fois, ce n'est plus dans le mental, mais c'est dans le corps que ça se passe, et plus exactement au niveau des cellules. Il s'agit d'un travail cellulaire. Voici comment Sri Aurobindo exprimait cette idée devant un polytechnicien français qui devint par la suite le secrétaire général de l'ashram, ashram qui allait devenir l'une des plus grandes communautés spirituelles de l'Inde. La libération du Brahman, c'est très bien. L'union avec le divin, c'est très bien. Mais il existe une seconde étape. C'est la descente du pouvoir humain dans la conscience humaine, du pouvoir divin, excusez-moi, dans la conscience humaine, dans la matière, pour la transformer. Vous l'avez compris, il faisait de l'épigénétique avant l'heure. Ce qu'il entend par là, c'est faire descendre une autre conscience plus élevée à l'intérieur de soi, qu'il appelait la conscience de vérité. Il ne s'agit pas d'une vérité au sens religieux, nous nous entendons bien, il s'agit de la pleine vérité de la conscience dans la matière, c'est-à-dire avec ce qui est. Une compréhension absolue de l'origine divine, spirituelle de la matière. Si certains d'entre vous connaissent, c'est tout à fait le message de Teilhard de Chardin, qui à l'époque vivait, enfin plus ou moins à la même époque. Donc voici comment Sri Aurobindo exprimait ça dans son œuvre majeure, La vie divine, qui est donc parue dans la première moitié du XXe siècle. Si un épanouissement spirituel sur la terre est la vérité cachée de notre naissance dans la matière, si, le si, c'est fondamentalement une évolution de la conscience qui a pris place dans la nature, alors l'homme tel qu'il est ne peut être le terme de cette évolution. Il est une expression trop imparfaite de l'esprit. Le mental lui-même est une forme et un instrument trop limités. Il est seulement un terme intermédiaire de la conscience. L'être mental n'est qu'un être de transition. Par conséquent, si l'homme est incapable de dépasser le mental, il sera lui-même dépassé. C'est une véritable révolution dans la pensée indienne, car jusque-là, le but de la vie spirituelle, c'était d'atteindre le nirvana des bouddhistes, enfin, d'atteindre le paradis d'en haut, dans ce qui était vécu comme un aboutissement et renversé. En fait, il s'agit de faire descendre cette conscience dans la matière. Et c'est au niveau cellulaire, au niveau du corps, au niveau cellulaire, que se passe la transformation. Alors, vous commencez peut-être à comprendre un peu pourquoi ce message me parlait autant. Mon expérience n'était pas loin. Je me souvenais de ces ondes gravitationnelles qui lentement avaient emprisonné cette conscience lumineuse si vaste pour me ramener dans le corps. Mais l'affaire n'est pas simple. Parce qu'à cette époque en particulier, mon patron, Pierre-André Boutan, a beaucoup de réticence. Il se méfie. Sri Aurobindo, ça fait New Age. Il ne voit pas du tout l'intérêt de parler de Satprem. Donc, ça va être une vraie bataille pour l'imposer. Et puis, on est aidé par le ciel dans ces cas-là, ou par l'univers. Satprem publie un nouveau livre, et tout à coup, de nouveau, j'insiste, et là, tout à coup, Pierre-André va voir le visage de Satprem, et quand il va écouter son message, d'un coup, il me demande de faire un sujet de 12 minutes pour l'émission de Métropolis. Et là commence un second parcours du combattant. Parce que, Satprem ne donne plus d'interview depuis 1980. 2, il n'y a aucun moyen de le joindre, sauf par fax, parce qu'il se trouve quelque part en Inde. Personne ne me dit où, bien sûr. Et 3, tout ce qu'on a sur lui, ce sont 2 films qui représentent au total 3 heures, et je n'ai jamais, moi, monté de ma vie. Alors je vais penser à l'impossible, mais qui n'est plus impossible dans ma nouvelle disquette. Je vais me dire, mais au fond, c'est comme ça que l'aborigène, il m'avait envoyé cette expérience par télépathie, donc on peut communiquer par télépathie. Il m'avait en fait en quelque sorte branché sur la longueur d'onde avec laquelle il communiquait avec ses ancêtres. De toute façon, je vais vous dire, je n'avais strictement rien à perdre à essayer. Donc, j'ai demandé à Satprem par fax, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, de se brancher sur moi le jour du montage et à l'heure exacte où nous allions commencer. Ce qu'il a accepté comme si c'était vraiment la chose la plus naturelle du monde. Donc, j'ai monté en direct par télépathie avec lui et en rébellion très souvent contre la monteuse qui, elle, était une vraie professionnelle. Et ça a marché.
Donc cette forme de télépathie m'a fait comprendre, en fait, m'a fait faire un sujet pour Arte intitulé « L'homme de l'espoir » dans Métropolis. Et plus tard, de la même manière, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai redemandé à Satprem, de la même manière, pour publier un livre du même titre, « L'homme de l'espoir », qui sera publié en 2003. Donc, on va résumer ce que je venais de découvrir grâce à cette nouvelle disquette. En fait, je venais de découvrir donc cette reprogrammation cérébrale qui dit 1. L'apparition des synchronicités comme point de repère pour avancer dans la vie. 2. Des capacités extrasensorielles que je pouvais utiliser avec certaines personnes déjà branchées, puisque c'est sûr que si vous n'avez, c'est des questions de fréquence. Donc, si la personne n'est pas branchée, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Mais si vous avez un branchement pareil, semblable, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure ça marche mieux qu'on ne pense, eh bien vous pouvez y arriver. Et en plus, donc, tout ce qui est intuition, je savais qu'il fallait se laisser guider maintenant essentiellement par les intuitions. Et en fait, 3, elle m'ouvrait donc la voie vers la spiritualité, c'est-à-dire pas la voie des religions, mais du lien avec nos origines immatérielles, qui entraîne un travail obligatoire sur soi, c'est-à-dire sur les informations cellulaires, travail qui peut prendre diverses formes, comme la méditation notamment, ou la prière, ou des randonnées. Enfin, il y a des centaines de manières de toucher cette expérience-là en soi. Donc vous allez me dire, d'accord, mais où est la science dans tout ça? Eh bien, c'est précisément encore une autre synchronicité qui va avoir lieu en 2004. Grâce à une amie, je vais à une conférence où je rencontre le professeur Erwin Laszlo, philosophe des sciences et théoricien des systèmes. Il est donc l'auteur de beaucoup de livres, oui, en fait, et il est le fondateur du Club de Budapest, notamment, qui est en fait la suite du Club de Rome. Enfin, il est allé au Club de Rome d'abord et ensuite il a monté le Club de Budapest parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'artistes, il y avait trop d'intellectuels. Donc il a fondé une théorie qui va immédiatement me rappeler mon expérience. Il appelle cette théorie le champ akashique. L'idée, c'est simplement qu'il y a de l'information, pas seulement dans l'esprit humain, pas seulement dans nos ordinateurs ou dans les journaux. L'information est partout dans la nature. Alors, on va l'écouter. Je vais vous demander simplement... on va l'écouter, mais je vais vous faire une traduction, pardon, parce que je n'ai pas mis de sous-titres en anglais, donc je vais vous faire une traduction de ce qu'il dit en même temps, si on y arrive. Donc ça, c'est en 2007 à New York. Non? Il n'y a pas de son? Et il n'y a pas d'image? Ah bon? J'ai l'habitude qu'il n'y ait pas de son, mais pas d'image, ce serait dommage. Ah voilà. Non, ça c'est Pim van Lommel. Voilà. Pas de son et pas d'image. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça, pardon. Pas toujours, mais souvent comme ça. Alors, vous allez imaginer Erwin qui va vous dire la chose suivante. Le champ akashique, c'est la totalité de l'énergie du champ d'information du cosmos. Tout y est contenu. Rien de ce qui s'est produit ne s'est perdu. L'idée de ce champ akashique m'est venue en tant que scientifique il y a de nombreuses années. Et cette idée, c'est simplement qu'il y a de l'information, pas seulement dans l'esprit humain, pas seulement dans nos ordinateurs, ni dans les journaux. L'information est dans la nature. Voilà. Il a fini de parler. Mais le plus intéressant, je vous présente des excuses parce que je pense que ça va se passer pour les 4 vidéos que je suis censée vous passer. Le plus intéressant, c'est que selon lui, cette information reste dans l'univers, que rien ne se perd, et surtout que nous pouvons accéder à ce champ d'information un peu comme si on utilisait un téléphone portable pour nous connecter à un numéro précis. Donc là, voilà, il est censé vous expliquer comment. Alors voilà, il parle en fait. Je pense que nous ne disparaissons pas, que rien ne disparaît. Il y a de bonnes preuves en physique que tout ce qui a eu lieu une fois laisse des traces qui restent.
et qu'elle continue avec nous à influencer le présent. C'est pourquoi le passé est toujours là, avec nous, mais nous ne pouvons pas toujours nous ajuster à tout. C'est comme posséder un récepteur. Si vous n'avez pas la bonne réception pour votre téléviseur, vous ne pouvez obtenir une télédiffusion digitale. Vous devez posséder une réception digitale. Vous avez toutes sortes d'appareils téléphoniques que vous pouvez obtenir sur votre portable cellulaire, mais vous devez avoir le bon téléphone cellulaire et le bon numéro, ou être appelé par le bon numéro. Tout est là. On peut parler à tous les portables du monde ou intercepter tous les programmes de télévision du monde, mais il faut avoir le bon récepteur. Ça ne vous rappelle rien? Moi, si. Ça m'a tout de suite fait penser à mon aborigène qui m'avait dit « Je n'écris pas, je suis écrit. Ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. » Mon chaman aborigène avait donc ce qu'Erwin appelait le bon récepteur. Ça n'avait rien d'étonnant à la réflexion, vu que les aborigènes, comme la plupart des peuples premiers, se connectaient spontanément à ce champ d'informations stocké dans le cosmos et qui ne disparaît jamais. Eux, ils avaient leur temps du rêve. Et en fait, ils se connectaient à leurs ancêtres, un peu comme si nous croyions à l'effet de la prière, et ils recevaient de l'information sous forme d'intuition qui leur indiquait où se trouvait le gibier ou l'eau dans le désert. Et c'est comme ça qu'ils avaient pu survivre sur notre Terre dans des conditions extrêmement difficiles pendant plus de 60 000 ans. Mais revenons à Erwin, qui comparait ce champ d'information aux visions d'autres grands savants. Donc même chose, terminé, il est là et il vous dit... Jung parlait d'inconscient collectif. Teilhard de Chardin parlait de la noosphère. Il y a beaucoup de notions aujourd'hui qui parlent d'esprit collectif, de cerveau global, comme l'a appelé Peter Russell. Et toutes ces notions sont basées sur quelque chose qui se perpétue, qui est là, une information qui survit, qui persiste et qui est accessible. Donc j'ai eu l'intuition qu'il fallait absolument aller le voir pour lui demander de m'aider à faire un documentaire sur ce sujet, sans avoir la moindre notion de comment j'allais faire. Et évidemment, il a accepté. Quand la synchronicité vous donne une force de persuasion peu commune. Et grâce à Erwin, j'ai pu rencontrer des scientifiques d'avant-garde qui tous travaillaient avec la physique quantique. Et parmi eux, il y avait Pim van Lommel. Pim van Lommel, c'est l'un des spécialistes des NDE, auxquels donc c'est NDE, c'est-à-dire ces expériences aux frontières de la mort. Et quand je lui raconte cette expérience, il va immédiatement apparenter mon expérience à une expérience aux frontières de la mort, même si elle n'est pas de la même origine. Et il explique, il me dit, il s'agit d'une mémoire qui a retenu tous les aspects d'une conscience très singulière. Voilà, donc ça me parle beaucoup aussi, cette conscience-là. Après, je vais aller voir le biophysicien Fritz Albert Popp, pape des biophotons, c'est ces petites particules de lumière qui entourent les cellules et qui transportent l'information. Et puis, le psychiatre Stanislas Grof, fondateur de la respiration holotropique, qui permet d'atteindre des états de conscience modifiés. Et puis, je continue, je rencontre l'astrophysicien George Smoot, prix Nobel de physique 2006, à qui je raconte mon expérience, et en réponse, il m'embauche pour m'occuper de sa communication à l'étranger pendant 3 ans, et notamment dans les explosions de rayons gamma. Donc, il faut aller dans la science en marche aussi pour comprendre tous les aspects de cette science en question. Et il y a aussi d'autres personnes que je ne vais pas vous citer, mais il y a celui que vous connaissez probablement, le physicien Philippe Guillemant, qui a écrit notamment La physique de la conscience avec Jocelyn Morrison, que vous allez entendre tout à l'heure. Bref, un peu comme Bécassine dans le monde quantique, grâce à tous ces scientifiques, je me suis peu à peu familiarisée avec le monde de l'infiniment petit, ce monde de particules et d'ondes qui n'obéit plus à nos schémas de pensée habituels. Ce sont des lois qui expliquent la réalité autrement, des lois qui nous font découvrir une réalité plus vaste et qui n'est plus soumise à notre espace-temps. Le temps n'existe pas, la matière non plus, c'est notre conscience qui le crée. Des lois qui, vous l'avez compris, résonnaient étrangement toujours avec mon expérience. Et ces lois du monde quantique, qui vous paraissent barbares, en fait, on en a de la preuve tous les jours. Mais on n'y prête pas attention. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que quand vous pensez à quelqu'un en général que vous aimez, ou quelqu'un que vous connaissez bien, enfin, il arrive qu'elle vous appelle, ou il vous appelle, presque au même moment? Est-ce que vous vous souvenez des intuitions fulgurantes qui vous tombent dessus et que vous avez refusé de voir? Ou bien ces impressions de déjà-vu
déjà vécu, déjà su. En physique quantique, ça fait écho avec ce qu'on appelle la loi de la non-localité. Alors, lorsqu'un événement se produit à un endroit, affecte un autre événement ailleurs instantanément, c'est de la non-localité. Donc, à présent, alors j'espère qu'on va peut-être y arriver. Voilà, on va y arriver, me dit-il. On va écouter ce que dit Pim van Lommel, donc cardiologue, qui utilise la physique quantique et qui va nous expliquer la loi de la non-localité dans les cellules. Toute l'information non locale pénètre dans l'ADN et l'ADN transmet l'information aux cellules et vice-versa. C'est ce qu'on voit dans les photons. L'ADN envoie les photons et les photons sont de la lumière et la lumière c'est de l'information qui revient à l'ADN et vice-versa. Il a été prouvé que les cellules reçoivent de la conscience. Il y a eu le test de Baxter. Il a pris des cellules blanches à partir de la salive de quelqu'un qu'il a mise dans un bac de culture et l'a placé à 20 km de là dans une cage de Faraday, là où les parois bloquent totalement les ondes électromagnétiques. Ensuite, on montre aux propriétaires de la salive des images effrayantes ou excitantes. Et là, non seulement sa peau change, mais au même moment, ces cellules à 20 km de là changent leur activité de la même manière. Donc il y a une connexion non locale entre la conscience de la personne et ses cellules blanches. Merci. Une autre loi, donc, vous voyez que c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Une autre loi de cette physique quantique qui nous interroge, c'est la superposition d'états, l'intrication. Je ne vais pas vous faire de toute façon un cours de physique quantique, je n'en suis pas capable, mais disons, vous allez voir le rapport que je vais faire avec la suite, avec la spiritualité. Il s'agit d'états quantiques, donc l'intrication, ce sont des états quantiques, c'est-à-dire des états non matérialisés. Elle a entraîné un dilemme qui est resté célèbre chez les physiciens, qu'on appelle le chat de Schrödinger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vous le schématise. Un chat est enfermé dans une boîte avec un système aléatoire qui doit le tuer à un instant T. Si personne n'ouvre la boîte, il est donc considéré comme vivant et mort à la fois. Vous me suivez ? Pas vraiment. Pas grave. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pour vous ramener à Sri Aurobindo, qui faisait de la physique quantique avant l'heure et appliquait cette loi dans nos vies. Il faut à chaque instant... Non, pardon. Non, c'est pas ça. Toc. Oui, voilà. Il faut à chaque instant pouvoir satisfaire l'urgence dans l'éternité. Il ne s'agit pas de les concilier. Il faut deux états simultanément. Vous vous rappelez, mort et vivant. Rester toujours en contact avec l'immensité qui est et pouvoir agir à chaque instant dans la matière comme il le faut, quand il le faut. Si on est dans un état et pas dans l'autre, on n'arrive à rien, on reproduit simplement ce que les hommes ont fait depuis 2000 ans. C'est juste un exemple pour vous montrer comment nous pourrions utiliser ces lois quantiques pour vivre mieux, sans la peur de la mort, mais en l'intégrant comme une donnée qui ne marque aucune fin, aucun néant, et en utilisant plus nos intuitions, les synchronicités, la télépathie qui nous rapproche les uns des autres. Et aussi, comme en étant simplement conscients du présent, sans penser au passé qui souvent nous limite et engendre nos peurs, nous pourrions faire advenir ce futur que nous souhaitons. Or, qu'est-ce que nous faisons ? Nous utilisons cette physique quantique pour fabriquer des microprocesseurs qu'on va nous implanter dans le cerveau pour aboutir à l'homme augmenté. Ça vous dit quelque chose ? Je ne parle pas, bien sûr, des effets positifs quand même de cette physique quantique, celles qui font progresser la médecine, hein, on est d'accord. Donc quand comprendrons-nous que cette physique quantique nous oblige à revoir intégralement nos manières de penser, à retourner vers nous-mêmes, en comprenant que c'est là, en nous, que se situent tous les combats, les peurs, les dilemmes, qui ensuite créent à l'extérieur la confusion ou les problèmes autour de nous, au lieu d'accuser tous les autres de nos maux. Je sais bien que c'est facile à dire, hein. Et vous allez voir qu'à la fin de l'exposé, c'est un peu moins difficile que vous ne le pensez aussi. Nous sommes les enfants de l'énergie du vide, disent les physiciens.
Un vide qui est en réalité plein d'informations non matérialisées, qui influencent directement nos cellules. Et nous voilà aujourd'hui à l'heure de l'épigénétique. Alors, un petit rappel. L'épigénétique, donc, c'est l'étude des influences de l'environnement cellulaire ou physiologique sur l'expression de nos gènes. Vous vous souvenez du message de cet après-midi à propos du travail cellulaire dans le corps? Ce n'est plus dans le mental, c'est dans le corps que ça se passe au niveau des cellules. Il s'agit d'un travail cellulaire sur soi, un travail de conscience. Ça, c'était dit dans la première moitié du XXe siècle, et aujourd'hui, ils sont très nombreux à appuyer sur ce bouton-là. Des chercheurs comme la biologiste Perth, qui a écrit notamment Les molécules d'émotion, a découvert que des récepteurs nerveux étaient présents dans la plupart, sinon la totalité des cellules de notre corps. Et par ces expériences, elle a établi que l'esprit n'est pas uniquement localisé dans la tête, mais réparti dans tout le corps sous la forme des signaux moléculaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit, comme les croyances, les émotions, a un effet sur la matière. Quand nous sommes bien en nous-mêmes, notre santé, notre vie extérieure le reflète et vice-versa. Un autre exemple, le biologiste Bruce Lipton nous explique dans son livre « La biologie des croyances » que nous avons la capacité d'évaluer consciemment nos réactions aux stimuli comme les émotions, les croyances, et de changer nos vieilles réactions n'importe quand, après nous être occupés bien sûr du puissant inconscient. C'est-à-dire schématiquement, après avoir identifié dans notre histoire personnelle d'où viennent nos schémas de pensée, nos réactions et toutes les peurs qui nous empêchent d'avancer. Vaste programme. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès lors, nous ne sommes donc pas esclaves de nos gènes ni de nos comportements autodestructeurs. Satrem disait à son cousin, avec des mots simples à ce propos, « On est tellement prisonniers de nos habitudes. C'est facile à dire, mais on n'a pas le choix. Il suffit d'inverser la vapeur, de changer une mauvaise habitude pour une bonne, de comprendre qu'on a tout à y gagner. Un jour, au lieu de lutter pour se mettre au travail tout à coup, au contraire, on est épaulé par l'habitude qui va dans le sens de ce travail. Épaulé par l'habitude qui va dans le sens de ce travail. Bien sûr, à un moment donné, il faut de la volonté. Rien n'est possible sans la volonté. Donc, se créer des nouvelles habitudes, changer sa manière de penser, sa disquette, c'est ça le travail sur soi. Ce travail cellulaire qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons vivre des résiliences, ces savoirs, vous savez, qui consistent à utiliser les épreuves comme des outils pour rebondir, à condition de se poser les bonnes questions, dans le bon sens, bien sûr. C'est-à-dire ne pas accuser toujours les autres. Regardez comment ça résonne en soi, ce qui vous arrive. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui nous arrive et qu'on n'a pas prévu, mais comprendre que ça peut aussi nous positionner autrement. On doit changer un peu cette disquette, on doit positionner le curseur autrement. Stéphane Alix en parlait très bien hier. Pour positionner le curseur autrement. On peut aussi même ralentir le vieillissement de nos cellules en apprenant à gérer les influences qui viennent de notre esprit et de notre environnement. Et ça, c'est pas Satrem qui le dit, c'est Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine, avec sa collègue Elissa Eppel. Voilà. Enfin, pour conclure, au cas où vous auriez encore des doutes, les biologistes, encore un peu de science, juste pour bien vous charger avant de terminer, les biologistes nous disent que les organismes vivants doivent recevoir et interpréter les signaux de l'environnement pour survivre. En fait, la survie est directement liée à la vitesse et à l'efficacité des transferts, des signaux. Et on sait que les signaux énergétiques sont 100 fois plus efficaces et infiniment plus rapides que les signaux physiques, chimiques. Ils vont, ces signaux énergétiques, à la vitesse de la lumière. Alors devinez un peu quel type de signal préfèrent les 50 milliards de cellules qui sont dans notre corps. Donc tout ceci remontre bien que c'est dans le corps que ça se passe, comme le disait Shrobindo, ça se passe au niveau des cellules. Voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de toutes ces questions, mais cette enquête que j'ai menée pendant des années m'a obligée, et nous oblige, semble-t-il, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, à revoir la réalité et surtout nos schémas de pensée sous un angle définitivement différent. Aujourd'hui, on sait que ce qui nous fait créer le réel, c'est notre conscience, qu'elle se situe pas uniquement dans le corps, qu'il existe une conscience plus haute, cette conscience de vérité dont parlait Shrobindo, que les croyants appellent la conscience divine, qui est la pleine conscience de cette vérité ultime dans la matière.
Eh bien, cette conscience, on peut la faire entrer en soi par un travail sur soi, méditation, prière, yoga ou toute autre méthode qui permette d'accéder au silence mental et à la paix. On sait aussi que cette conscience, c'est de l'énergie qui est elle-même de l'information, et c'est de l'information qui influence nos cellules. Voici comment Bruce Lipton nous le dit. La croyance selon laquelle nous sommes de frêles machines biochimiques contrôlées par des gènes est remplacée par le fait prouvé que nous sommes les puissants créateurs de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Donc pour terminer, j'aimerais encore vous livrer quelques idées simples pour ceux qui auraient envie de se mettre en chemin. Mère, la compagne donc de Sri Aurobindo, encourageait les gens à suivre la voie spirituelle en leur disant « La première chose qu'on apprend sur le chemin est que la joie de donner est bien plus grande que celle de prendre. Puis peu à peu, on apprend que l'oubli de soi est la source d'une paix immuable. L'oubli de soi. Plus tard, dans cet oubli de soi, on trouve le divin et c'est la source d'une béatitude croissante. Et bizarrement, c'est beaucoup plus simple encore que l'on croit. Voici encore un dernier extrait du livre de Jean-Marie Baron. Un jour, Satprem demande à son cousin « As-tu l'occasion de t'intérioriser ? C'est très merveilleux, tu sais. C'est vaste, c'est plein, c'est infini, c'est partout, et c'est là. Et puis quand on est là-dedans, dans cette vibration, dans ce changement de rythme, ça coule comme une grande mer. Et on est libre. Si on est enfermé dans une prison, on est libre quand même, et rien ne peut nous toucher. On est plus fort que tout. Il faut y aller de temps en temps, ne serait-ce que quelques minutes. On y va, on en revient, on y va, on revient. À force de faire des allers-retours, on déblaye le chemin. Il devient de plus en plus accessible. Et puis un jour, on ne peut plus s'en passer de ce contact avec ce qui est. C'est si merveilleux, on se sent si merveilleusement heureux. Mais le danger, le piège, n'est-ce pas, c'est d'attendre quelque chose, d'attendre que quelque chose d'extraordinaire se produise. Et Satprem ajoutait, il y a un déclic dans tout ça, il faut trancher le nœud gordien, quelles que soient les raisons, laisser aller, traumatisme, peur de l'échec. Toutes ces raisons n'ont rien à voir avec ton être réel. Les pseudo-raisons dont tu parles sont justement là pour t'empêcher d'être toi-même. Elles sont le contraire de toi. Elles sont tout sauf toi. Alors ce qu'il faut faire, c'est absolument de s'interroger sur le pourquoi de ton soi-disant problème. Ça ne débouche sur rien, ça n'a aucun intérêt. D'autant moins d'intérêt dès l'instant où tu admets qu'il ne s'agit pas de toi. C'est la vérité de notre être qui doit être notre guide. C'est tout bête. Et cette loi intérieure, si on la suit, elle forme, pour ainsi dire, l'atmosphère dans laquelle on vit, sans diminuer nécessairement nos difficultés. Elle leur donne un sens nouveau qui devient positif. J'ai eu la chance, dit-il, d'avoir une révélation. J'étais mendiant dans le sud de l'Inde, j'étais complètement délabré physiquement. Je ne mangeais que du riz mélangé avec des piments, je buvais de l'eau de la rivière pour calmer mes brûlures et je perdais des flots de sang. Je dormais dans un temple et je ne tenais plus debout. Un jour où je lavais ma gamelle dans la rivière et où je me lamentais sur ma solitude et ma déchéance, je me suis dit tout à coup, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ce que j'en pense ? Et à compter de cet instant, c'était fini. Mes intestins ont cessé de cracher du sang. C'était vraiment miraculeux. Et puis de toute façon, toi, moi, qu'est-ce qu'on représente ? À peine 3 secondes sous les galaxies. Et en 1963, Mère disait à Satprem, « Eh bien, deviens conscient de tes cellules et tu verras qu'il y a des conséquences terrestres. » Alors aujourd'hui, où il y a vraiment des conséquences terrestres provenant de l'inconscience des générations précédentes, inversons la donne. Faisons entrer cette nouvelle conscience dans nos cellules. N'oublions pas que nous sommes à l'heure de la responsabilité universelle. Je vous remercie.